après des décennies consacrées à la chirurgie cardiaque, j'ai été témoin d'un phénomène alarmant qui remet en question la perception commune des médicaments considérés comme inoffensifs. En tant que professionnel du secteur, j'ai rencontré à plusieurs reprises des patients qui entraient dans mon centre chirurgical avec de graves lésions cardiaques, ne résultant pas de pathologie ou d'infection congénitale, mais plutôt de l'usage continu de médicaments largement prescrits et consommés sans restriction. Il ne s'agit pas de substances expérimentales ou d'usage restreint, mais plutôt de composés présents dans pratiquement tous les foyers, ingérés quotidiennement sous le faux prétexte d'une sécurité absolue. Ce qui sera exposé ci-dessous contredit directement les informations diffusées depuis des années sur ces médicaments. L'industrie pharmaceutique omet délibérément ces risques, alors que la plupart des professionnels de santé ignorent la corrélation dévastatrice entre ces médicaments et les troubles cardiovasculaires. Pourtant, les dossiers cliniques sont sans équivoque, de nombreux cas confirment la relation causale entre certains principes actifs et la détérioration progressive du muscle cardiaque. À la fin de cette exposition, seront élucidés les 5 médicaments les plus dangereux pour la santé cardiaque, les mécanismes par lesquels ils agissent, les risques qui s'aggravent après 60 ans et, fondamentalement, les mesures préventives qui peuvent être adoptées immédiatement. Nous commencerons par la classe de médicaments la plus courante dans la vie quotidienne, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, connus sous l'acronyme INS. Ces composés, comme l'ibuprofène, le naproxène et le diclofénac, sont largement utilisés pour soulager les maux de tête, les douleurs articulaires et les processus inflammatoires chroniques. Son efficacité est indéniable, cependant sa consommation régulière, notamment chez les individus ayant des antécédents cardiovasculaires ou âgés de plus de 60 ans, équivaut à la roulette russe pour le système circulatoire. Bien que la communauté médicale soit consciente de ce risque depuis 2005, lorsque la FDA a rendu obligatoire l'inclusion d'avertissements concernant les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux dans les notices d'emballage, des millions de personnes continuent de les utiliser sans discernement, ignorant les dangers sous-jacents. Un cas emblématique illustre cette réalité. Un patient de 72 ans, atteint d'arthrose chronique, utilisait quotidiennement du diclofénac pour soulager des douleurs articulaires. Un après-midi, alors qu'il effectuait des activités de routine, il a développé une fatigue extrême, une dyspnée et un édème sévère aux membres inférieurs. Lors de son admission aux urgences, une insuffisance cardiaque aiguë a été constatée. Son cœur, déjà accablé par l'âge et une légère hypertension artérielle, n'a pas pu résister au stress supplémentaire imposé par les médicaments. Le facteur déclenchant n'était pas une nouvelle condition clinique, mais plutôt l'utilisation prolongée d'un anti-inflammatoire apparemment inoffensif. Le mécanisme d'action de ces médicaments est particulièrement insidieux. En inhibant les enzymes responsables de l'inflammation, les INS interfèrent également avec la production de substances protectrices au niveau des reins et des vaisseaux sanguins. Cette interférence déclenche 2 effets néfastes. Premièrement, elle favorise la rétention de sodium et d'eau, augmentant le volume circulant et surchargeant le cœur. Chez les individus jeunes, ce stress est tolérable, mais dans un organe déjà compromis par la raideur naturelle du vieillissement ou de l'hypertension, il peut entraîner une insuffisance cardiaque. Deuxièmement, les INS induisent une vasoconstriction et une élévation de la pression artérielle, même chez les patients normotendus. De plus, associés à des antihypertenseurs, ils peuvent neutraliser complètement leurs effets, faisant monter dangereusement la tension artérielle sans que le patient ne s'en aperçoive. L'ampleur du risque est directement liée à la posologie et à la durée du traitement. Des composés tels que le diclofénac et des doses élevées d'ibuprofène, environ 2400 mg par jour, sont davantage associés à des complications cardiaques. Le naproxène, bien que considéré comme moins agressif, n'est pas exempt de danger. Un autre aspect inquiétant est l'interaction avec l'acide acétylsalicylique à faible dose, souvent prescrit en prévention cardiovasculaire. Certains INS, comme l'ibuprofène, peuvent complètement annuler les bienfaits protecteurs de l'AS, exposant ainsi le patient à des risques supplémentaires. La solution ne réside pas dans la suppression du soulagement de la douleur, mais dans l'adoption de stratégies plus sûres. La principale ligne directrice est de consulter un médecin pour évaluer, sur la base des antécédents cliniques, quelle est l'alternative la moins nocive. Dans de nombreux cas, des mesures simples, comme l'application de compresses chaudes ou froides, peuvent suffire. Lorsque cela est nécessaire, les anti-inflammatoires topiques, agissant localement, représentent une option viable.
Si le recours aux INS est indispensable, la règle fondamentale est d'utiliser la dose la plus faible possible pendant le temps le plus court nécessaire. Un autre médicament largement consommé et sous-estimé en termes de risque est le groupe des inhibiteurs de la pompe à protons, tels que l'oméprazole, le pantoprazole et le lansoprazole. Ces médicaments, parmi les plus prescrits au monde, sont couramment utilisés pour traiter le reflux gastro-œsophagien et comme protecteur gastrique, en particulier chez les patients qui utilisent d'autres médicaments potentiellement irritants, tels que les INS eux-mêmes. Cependant, l'ironie réside dans le fait que la substance indiquée pour prévenir un dommage peut, simultanément, en déclencher un autre. Un exemple éclairant est le cas d'un patient de 68 ans qui utilisait continuellement de l'oméprazole pour contrôler le reflux chronique. Après des années de traitement, un examen de routine a révélé des changements dans son électrocardiogramme. Des tests supplémentaires ont identifié une hypomagnésémie sévère, une condition dans laquelle les niveaux de magnésium chutent à des niveaux dangereux. Ce minéral joue un rôle crucial dans le maintien du rythme cardiaque et sa carence peut provoquer des arythmies potentiellement mortelles. La cause de cette carence a été attribuée à l'utilisation prolongée d'inhibiteurs de la pompe à protons, qui réduisent l'acidité gastrique, essentielle à l'absorption adéquate des nutriments. En plus de la déplétion en magnésium, des études observationnelles ont associé l'utilisation chronique de ces médicaments à un risque accru d'infarctus aigu du myocarde. Une hypothèse suggère que les inhibiteurs de la pompe à protons réduisent les niveaux d'oxyde nitrique, une molécule responsable du maintien de l'élasticité vasculaire. Sa diminution se traduit par un durcissement des artères, prédisposant le patient aux événements cardiovasculaires. Même si la relation causale fait encore l'objet de débats, l'association observée est suffisamment préoccupante pour justifier la prudence. Un autre aspect critique est l'interaction de ces médicaments avec les médicaments antiplaquettaires, comme le clopidogrel, prescrit après une crise cardiaque pour prévenir de nouveaux événements. L'oméprazole peut réduire considérablement l'efficacité de ce médicament, laissant le patient sans protection. Le problème central réside dans le fait que ces inhibiteurs, initialement développés pour des traitements à court terme, 4 à 8 semaines, sont devenus des solutions permanentes pour des pathologies qui, dans de nombreux cas, pourraient être gérées par des changements de mode de vie. Les patients qui utilisent ces médicaments depuis des mois ou des années doivent éviter d'arrêter brusquement le traitement. L'orientation appropriée consiste à demander une évaluation médicale pour une réduction progressive et sûre, combinée à des stratégies alternatives pour contrôler les symptômes. La sensibilisation aux risques associés à ces médicaments est la première étape vers la préservation de la santé cardiovasculaire, dont une utilisation aveugle peut avoir de graves conséquences sur le système cardiovasculaire, souvent sous-estimé par la population. La réflexion sur la nécessité d'un usage prolongé de certains médicaments devrait être une pratique constante. Des questions telles que « ce médicament est-il vraiment indispensable à long terme ? Est-il possible de réduire la posologie ? Ou existe-t-il des alternatives thérapeutiques plus sûres ?» Ils doivent guider le dialogue entre le patient et le professionnel de santé. Dans le cas de traitement chronique, une surveillance périodique de paramètres tels que les taux sériques de magnésium devient impérative, compte tenu de leur pertinence dans le maintien de l'équilibre électrolytique et de la fonction cardiaque. Avant de passer à l'analyse d'autres groupes pharmacologiques, y compris ceux couramment utilisés pour soulager les symptômes de la grippe, un bref examen s'impose. Si les informations présentées jusqu'à présent sont jugées pertinentes, 2 actions simples peuvent contribuer de manière significative à la diffusion de connaissances scientifiques de qualité. Le premier consiste en des canaux et plateformes de surveillance dédiés à la diffusion de données probantes fondées sur la santé, dans le but d'appuyer les décisions cliniques de manière transparente et accessible. La seconde, et peut-être la plus pertinente, consiste à partager ce contenu avec votre famille, vos amis et vos proches, en particulier ceux appartenant aux tranches d'âge les plus vulnérables. Un geste apparemment anodin peut déclencher des discussions fondamentales pour la prévention d'événements indésirables évitables. En continuant avec la 3e classe de médicaments en question, on distingue un groupe largement utilisé dans le traitement symptomatique du rhume et de la grippe, les décongestionnants oraux à base de pseudoéphédrine ou de phényléphrine. Ces médicaments, souvent présents dans des formulations en vente libre, sont perçus comme des solutions rapides à la congestion nasale persistante. Cependant, son mécanisme d'action comporte des risques cardiovasculaires considérables, en particulier chez les personnes ayant des antécédents d'hypertension artérielle ou de maladies cardiaques préexistantes.
Le cas de Margaret, une enseignante à la retraite de 75 ans, illustre de manière frappante les dangers associés à ces composés. Après avoir contracté un rhume sévère, le patient a acheté un décongestionnant commercial contenant de la pseudoéphédrine dans une pharmacie, cherchant un soulagement immédiat de l'obstruction nasale. Le deuxième jour d'utilisation, il a ressenti une tachycardie intense, des étourdissements invalidants et un mal de tête fulgurant, des symptômes qui ont abouti à une urgence médicale. Une fois traité, il a été constaté que sa tension artérielle était à des niveaux critiques, en plus d'avoir une arythmie cardiaque. Le décongestionnant, apparemment inoffensif, avait déclenché une crise potentiellement mortelle. L'explication de ces effets réside dans le profil pharmacologique de ces agents. La pseudoéphédrine et la phényléphrine agissent toutes deux comme des vasoconstricteurs, favorisant la contraction des vaisseaux sanguins. Bien que ce mécanisme soit bénéfique pour réduire l'édème nasal, son action ne se limite pas aux voies respiratoires supérieures. Une fois absorbés dans la circulation sanguine, ces médicaments exercent leurs effets dans tout le système vasculaire, avec deux conséquences principales. Premièrement, la vasoconstriction généralisée augmente la résistance périphérique, obligeant le cœur à pomper plus intensément pour maintenir le flux sanguin. Le résultat est une augmentation brutale de la pression artérielle, comparable à celle d'une tentative de faire passer de l'eau à travers un tuyau obstrué. Deuxièmement, ces composés ont des propriétés stimulantes, accélérant le rythme cardiaque et prédisposant aux rythmes irréguliers. Chez les personnes souffrant d'une maladie cardiaque sous-jacente, une telle stimulation peut déstabiliser le fonctionnement cardiaque, augmentant ainsi le risque d'événements aigus. Récemment, les agences réglementaires européennes ont renforcé la surveillance de la pseudoéphédrine en raison de son association avec des syndromes rares mais graves caractérisés par une vasoconstriction cérébrale. Ces données renforcent l'ampleur de ses effets systémiques et la nécessité d'être prudent dans sa prescription. Le plus grand danger réside dans la grande disponibilité de ces médicaments, qui sont souvent achetés sans conseil professionnel et sans tenir compte des contre-indications. Pour les patients de plus de 60 ans, notamment ceux souffrant d'hypertension ou de maladies cardiovasculaires, son utilisation doit être absolument évitée. Des alternatives plus sûres, telles que les solutions salines nasales, les humidificateurs d'air ou les sprays topiques à base de corticostéroïdes, offrent un soulagement local sans les risques systémiques associés. Passant au deuxième groupe de médicaments en discussion, un sujet délicat mais essentiel est abordé, la relation entre santé mentale et santé cardiovasculaire. Il s'agit d'antidépresseurs tricycliques, une classe de médicaments plus ancienne encore utilisée pour traiter la dépression, dans certains cas, la douleur chronique, comme la neuropathie diabétique. Des exemples notables incluent l'amitriptyline et l'imipramine. Bien que la dépression elle-même soit un facteur de risque reconnu de maladie cardiaque, le choix du traitement pharmacologique doit être soigneusement étudié, car ces agents peuvent compromettre la fonction cardiovasculaire chez les patients âgés. Le cas de Frank, un homme de 78 ans souffrant de douleurs neuropathiques résultant du diabète, illustre les risques potentiels. Après avoir commencé à utiliser de l'amitriptyline à faible dose pour contrôler la douleur, le patient a commencé à ressentir des épisodes récurrents de vertige en se levant. À l'une de ces occasions, il a subi une syncope qui a entraîné une fracture de la hanche. Une enquête ultérieure a identifié une hypotension orthostatique comme un effet indésirable du médicament, caractérisé par une chute brutale de la tension artérielle lors de la position verticale. Cependant, ce n'est pas le seul risque cardiovasculaire associé au tricyclique. Ces médicaments peuvent également augmenter la fréquence cardiaque au repos, imposant ainsi un stress supplémentaire au cœur vieillissant. Plus inquiétant encore est sa capacité à interférer avec le système électrique cardiaque, ralentissant ainsi la conduction de l'influx nerveux. Ce changement, détectable sur les électrocardiogrammes, augmente la susceptibilité aux arythmies ventriculaires graves, susceptibles de déclencher une mort subite. En raison de ces risques, les antidépresseurs tricycliques ne constituent plus la première intention de traitement de la dépression chez les personnes âgées, étant remplacés par des agents plus modernes présentant un profil de sécurité cardiovasculaire plus favorable. Cependant, son utilisation persiste dans la prise en charge des douleurs neuropathiques. Face à ce scénario, il est essentiel que les patients et leurs familles interrogent leur médecin sur la possibilité d'alternatives thérapeutiques plus sûres, ainsi que sur la nécessité d'une surveillance régulière de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque.
La santé mentale et la santé physique sont indissociables, et traiter l'une ne doit pas se faire au détriment de l'autre. Enfin, nous arrivons au premier point et le plus controversé de cette analyse, les suppléments de calcium. Bien que largement recommandés pour la prévention et le traitement de l'ostéoporose, son utilisation aveugle fait l'objet d'une surveillance scientifique croissante, notamment en ce qui concerne ses effets indésirables potentiels sur le système cardiovasculaire. Pendant des décennies, le message véhiculé à la population était sans équivoque, la supplémentation en calcium est essentielle au maintien de la santé des os. Cependant, des données récentes ont soulevé des questions sur la sécurité de ces produits, notamment en termes de risques cardiovasculaires. Le cas de Linda, une femme de 70 ans, illustre la complexité de cette problématique. Inquiète de la possibilité de développer une ostéoporose, elle a commencé à prendre seule des suppléments de calcium à forte dose. Des années plus tard, il a été victime d'un infarctus aigu du myocarde, alors qu'il ne présentait pas les facteurs de risque classiques tels que le tabagisme, la dyslipidémie ou l'hypertension artérielle. Lors de l'investigation étiologique, l'équipe médicale s'est tournée vers la supplémentation quotidienne, évoquant l'hypothèse qu'elle aurait pu contribuer à l'événement cardiovasculaire. La controverse entourant les suppléments de calcium est réelle et les preuves disponibles ne sont pas concluantes. Cependant, l'hypothèse qui sous-tend l'inquiétude scientifique est alarmante. Le problème semble résider dans l'administration de doses concentrées, qui provoquent des pics artificiels de calcium dans le sang. Comme l'organisme n'est pas en mesure d'utiliser tout ce calcium pour la formation osseuse, l'excès doit être éliminé ou déposé dans d'autres tissus. La principale préoccupation est qu'une partie de ce calcium circulant s'accumule dans les parois artérielles, un processus appelé calcification vasculaire. Ce phénomène rend les artères plus rigides et contribue à la formation de plaques d'athérosclérose, augmentant le risque d'événements ischémiques. Certaines grandes études suggèrent que la supplémentation en calcium pourrait être associée à une légère augmentation du risque d'infarctus du myocarde, alors que d'autres recherches n'ont trouvé aucune corrélation de ce type. L'interprétation des données est complexe. Chez les patients atteints d'ostéoporose diagnostiquée, les avantages de la supplémentation peuvent en fait dépasser les risques potentiels. Toutefois, la leçon fondamentale est claire, plus ne signifie pas toujours mieux. La stratégie la plus sûre consiste à obtenir du calcium par le biais de votre alimentation, en donnant la priorité aux sources naturelles telles que les produits laitiers, les légumes à feuilles vertes et le poisson aux arêtes comestibles. Si le médecin estime qu'une supplémentation est nécessaire, elle ne doit être commencée qu'après une évaluation minutieuse, qui met en balance les bénéfices pour la santé osseuse et les risques cardiovasculaires. La décision de supplémenter ne doit pas être prise de manière autonome, mais plutôt dans le cadre d'un plan thérapeutique individualisé. Tout au long de cette exposition, les risques cachés de 5 classes de médicaments et suppléments largement utilisés ont été analysés, dont les effets indésirables cardiovasculaires passent souvent inaperçus. Anti-inflammatoires, protecteurs gastriques, décongestionnants, certains antidépresseurs et suppléments de calcium. L'objectif principal de cette approche n'est pas de sonner l'alarme ni de promouvoir l'interruption arbitraire des traitements pharmacologiques, une conduite qui, en soi, pourrait entraîner des risques considérablement plus élevés. Ce que nous souhaitons réellement, c'est promouvoir une attitude active et informée de la part du patient, en lui fournissant des informations souvent négligées dans la pratique clinique quotidienne. À partir de ce moment, l'individu possède une connaissance structurée sur les effets cardiovasculaires potentiels associés aux médicaments couramment utilisés. Il est donc reconnu que les médicaments prescrits pour contrôler l'arthrite peuvent, dans certaines circonstances, surcharger la fonction cardiaque. Il est également identifié que le protecteur gastrique, bien qu'essentiel à l'intégrité de la muqueuse digestive, peut interférer avec le rythme cardiaque. Il est également clair qu'un simple décongestionnant nasal, largement utilisé pour le soulagement symptomatique des affections respiratoires, peut représenter un risque cardiovasculaire important. Une telle compréhension doit être utilisée comme un outil d'autonomisation, permettant au patient d'assumer un rôle de premier plan dans ses propres soins. Lors du prochain rendez-vous médical, il est recommandé que la personne se présente bien préparée, munie d'une liste détaillée de tous les médicaments utilisés, y compris les suppléments et les vitamines, et pose des questions objectives. Exemple de questions pertinentes.
Compte tenu des risques cardiovasculaires potentiels associés à ce médicament, constitue-t-il toujours la meilleure option thérapeutique dans mon cas? Existe-t-il des alternatives plus sûres qui peuvent être envisagées, ou a-t-il besoin d'une surveillance spécifique, comme une mesure périodique de la tension artérielle ou des tests complémentaires? Il est impératif de reconnaître que chaque intervention thérapeutique implique un équilibre délicat entre bénéfices et risques, une équation qui change considérablement tout au long du processus de vieillissement. Le cœur, organe qui remplit sa fonction sans relâche depuis des décennies, mérite une attention particulière, car sa préservation constitue l'un des investissements les plus précieux dans la qualité de la vie future. Aucun médicament, aussi courant ou inoffensif qu'il puisse paraître, ne doit être sous-estimé quant à sa capacité à influencer la santé cardiovasculaire. Enfin, le lecteur est invité à partager ses réflexions et ses expériences dans les espaces prévus pour les commentaires. L'échange d'expériences peut servir d'instrument de prise de conscience collective, élargissant la portée de ces informations. Il convient toutefois de noter que la mesure la plus efficace pour protéger la santé cardiaque réside dans un dialogue franc et éclairé avec le professionnel de la santé. Cette conversation, lorsqu'elle est menée de manière structurée et collaborative, représente l'étape la plus importante qui puisse être franchie aujourd'hui vers un avenir plus sain. Prends soin de toi.